Découvrir l'autre. Voilà un vaste projet de vie aux 1000 chemins. Bonsoir Kitri. Bonsoir. Bonsoir Maximilien. Bonsoir Michel. Vous êtes tous deux jeunes mariés. C'était, dites-moi si je me trompe, il y a 1 an et demi en la basilique de Boulogne-sur-Mer. Exactement. Voilà, après votre mariage. Vous avez fait cette chose assez folle, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, partir. Alors partir loin, mais pas forcément en voyage de noces à proprement parler, plutôt partir en expérience de la rencontre, du service. Boulogne-Bichkek, on est sur du 5405 km. Alors, où êtes-vous parti? Pourquoi? Alors, nous sommes partis pendant 6 mois au Kirghizistan, à Bichkek. Et puis, on a fait 5 mois là-bas et 1 mois en Ouzbékistan, le pays voisin. Kirghizistan, on est frontalier de la Chine, sous le Kazakhstan. Entre la Chine et la Russie, globalement. Voilà, dans la zone, en Asie centrale. Et pourquoi vous êtes parti là-bas? On est parti pour se retrouver là-bas. On s'est re-rencontrés un petit peu. Alors je vais me permettre de vous couper quand il y a des choses qui me paraissent assez étranges. Vous êtes partis à plus de 5000 km pour vous retrouver ensemble. Exactement. Mais pourquoi pas ici? Je pense que dans la rencontre un petit peu de la diversité là-bas, de ce qu'on connaît pas, de l'inconnu, forcément on se retrouve plus à deux et on a plus aussi le temps de se retrouver, de se re-rencontrer. Et ça a été 6 mois qui ont été très, très intenses pour nous. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Concrètement, pendant les 6 mois, ça s'est construit autour de périodes de volontariat et de voyage. Donc on alternait entre 2 mois de voyage et 2 mois de volontariat et 1 mois de voyage. Nos premiers volontariats, c'était avec des orphelins handicapés et puis auprès des sans-abri. Et notre deuxième volontariat, c'était auprès d'étudiants et de familles pour donner des cours de français et d'anglais. Donc vous apportiez finalement votre main-d'œuvre, votre savoir-faire ? Oui, exactement. Voilà, on savait qu'on n'était pas utile réellement, mais on apportait, par exemple, aux enfants, on apportait de l'attention, de l'amour, de l'affectivité. Vous connaissiez le Kirghizistan avant d'y aller ? Assez peu. Alors, comment vous retrouvez précisément dans ce pays? Parce que des orphelinats, il y en a beaucoup partout dans le monde. En relisant, on a un peu l'impression que la Providence nous a vraiment accompagnés sur ce chemin. Moi, le Kyrgyzstan, j'avais entendu parler par mon cousin il y a des années de ça, qui avait pédalé sur les routes de la soie. Et je m'étais toujours dit, tiens, pourquoi pas un jour. Et puis avec Kitri, justement, on se posait la question pendant nos fiançailles est-ce qu'on ferait pas un peu de volontariat à l'international et où est-ce qu'on pourrait aller. Je lui parlais du Kyrgyzstan, mais sans vraie conviction. Alors vous n'êtes pas parti la fleur au fusil, hein. Vous avez un organisme tout de même qui vous a accompagné. Exactement, qui nous a accompagnés, Mariés sans frontières. Mariés sans frontières. Exactement, une association. Et justement, au moment où j'en parlais, on a rencontré des gens qui habitaient au Kyrgyzstan et qui nous ont donné plein de contacts d'associations locales. Et justement, le charisme de cet asso Mariés sans frontières, c'est d'accompagner les couples dans leur aventure solidaire. Avec un charisme qui est particulier, c'est-à-dire de mettre le mariage au centre du voyage, le mariage chrétien au centre du voyage. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes partis, alors on l'a compris, pour rendre service, mais c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était votre vie à tous les deux. Voilà, exactement. Nous, en se mariant jeunes, puisqu'on est tous les deux étudiants, nos familles sont dans le Nord, on avait besoin de partir après le mariage pour pouvoir construire quelque chose de solide, avec cette dimension du départ, du voyage, et tout ça dans la première année de mariage, pour construire quelque chose de solide. Ça veut dire quoi, construire quelque chose de solide? Ça veut dire quoi, se retrouver? Ça veut dire quoi, se découvrir l'un l'autre? Je pense que c'est vivre intensément, authentiquement aussi, ce à quoi on est appelé en se mariant. On a un peu relevé 3 piliers de choses qui nous ont vraiment marqué dans notre mariage là-bas. C'est la pratique du pardon, en fait, régulière et un peu, je vais dire presque obligatoire. On était obligé d'y passer quand vous passez 24 heures ensemble avec la personne. Il y a un moment, si vous ne donnez pas pardon et si vous ne pardonnez pas, ça ne va pas aller très loin. Le dialogue aussi, donc à la fois l'écoute et puis la parole, à l'autre, l'ouverture de son cœur, et puis la prière qu'on essayait on a fait vraiment la base de toutes nos journées et l'oraison, et en fait ça nous a beaucoup ouvert le cœur aussi à ce que Dieu nous voulait nous. Mais c'est long toute cette période, est-ce que vous n'avez pas eu des très hauts et des très bas? Oui, si. On a eu des hauts et des bas, mais... Vous en aviez pas marre au bout d'un moment? Ça vous manquait pas? Vos familles, le Nord On l'a vécu différemment. Pour Maximilien, la France lui manquait plus que pour moi, par exemple. Le Nord aussi. Mais en fait, en y allant, on avait déjà nos billets de retour, donc on savait que c'était pour une durée limitée qu'on y était. Et donc, c'est vrai qu'on voulait vivre intensément ces 6 mois en sachant que de toute façon, après, on rentrerait en France et qu'on replongerait dans un quotidien
plus banal finalement. Alors, si j'entends bien aussi entre les lignes, ce que vous dites, c'est que la différence, puisque que ce soit la culture, la langue, les personnes, la différence vous oblige vous-même à vous connaître davantage et à vous situer. Oui, c'était beaucoup affaire de rencontres, ce voyage, rencontre des autres, de la différence, comme vous dites, rencontre entre nous aussi, puis rencontre de nous-mêmes. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment ressenti cette grâce du voyage de me retrouver aussi, un peu comme, comme dans la Bible avec Abraham, Dieu qui lui parle et qui lui dit quitte tes parents, quitte ta terre, et va vers le pays que je t'indiquerai. Mais ça, vous le dites tout à l'heure, vous avez dit en relisant. Ça, vous le dites après coup. Vous ne le dites pas forcément sur le moment. Ah non, c'est sûr. Voilà. On va revenir sur... Vous avez parlé de grâce, vous avez parlé de prière, mais on a envie de s'imaginer au concret. Vous ne parlez pas la langue. J'imagine que vous ne parlez pas russe ou kirghize. Non. On a appris le russe sur place, mais c'est vrai qu'au début, Mais comment vous faites alors ? Notre chance, c'était que dans les associations, les gens parlaient un peu anglais. Et donc, on a toujours eu une personne qui parlait bien anglais avec nous, qui nous a aidés à nous intégrer. Mais les enfants, ça prend quand on parle pas la langue ? L'anglais, j'imagine les enfants, c'était des enfants handicapés, alors qu'ils parlaient pas très bien non plus. Enfin, on n'aurait pas pu les comprendre si on parlait russe. Et donc, par le jeu, par les jeux, les regards et tout ça, il y a beaucoup de choses qui passent avec eux. Et puis avec les sans-abri, pareil, c'est beaucoup par les regards, par les gestes, leur reconnaissance, etc. Sourire. Leur sourire. Beaucoup de choses qui passent sans la langue, finalement. Mais ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est que c'est universel, ce rapport aux enfants ? Oui. Quel que soit l'endroit du monde. Ouais, le rapport aux enfants. Mais qu'est-ce qui fait justement que ça se transpose partout sur la planète ? Quand Jésus dit heureux les pauvres de cœur, je pense que c'est un peu ça, je pense chez les enfants, mais il n'y a pas que chez les enfants, on a retrouvé aussi forcément chez les sans-abri, et puis chez d'autres personnes qui sont qui sont des adultes qui sont restés des enfants, comme dit Saint-Exupéry. Et je pense qu'il y a une communication qui se fait entre les êtres humains qui n'a pas besoin de la langue, quoi. On l'a remarqué aussi en prenant des cours de musique, et un monsieur qui parlait pour lui du chœur russe et qui nous a appris à jouer de la guitare locale, le komouz. Et le komouz. C'est une guitare à 3 cordes qui est très populaire là-bas. Voilà. Vous avez parlé de grâce, de prière, de providence. Ce sont des mots qui peuvent avoir une résonance chez certains, pas forcément chez tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre périple, il était basé sur la prière, ou la prière venait en plus et venait finalement agrémenter le tout ? Comment est-ce que vous avez équilibré votre vie sur place ? Au début de notre mariage, on avait du mal à mettre en place une vie de prière en couple. Et pour nous, c'était quelque chose d'important. Donc on en a parlé au prêtre qui nous a mariés et qui nous a donné quelques conseils concrets pour notre voyage. Et on savait aussi qu'en allant là-bas, c'était un pays musulman, donc ça allait être plus dur de pratiquer notre foi. Donc si on n'était pas acteurs à deux dans notre foi, en fait, on pouvait tout lâcher, quoi. Et donc pour nous, c'était important de mettre en place cette vie prière au quotidien et d'honorer particulièrement le dimanche, surtout quand on n'avait pas la messe. Donc on partait pas comme des religieux dans une optique uniquement de prière, mais on l'a mise quand même vraiment au centre du ça voyage. Faisait partie de votre équilibre de vie, de votre respiration. Vous avez dit et vous avez souligné que c'est un pays effectivement à majorité massivement musulman, même s'il y a aussi des orthodoxes et puis il y a quelques autres chrétiens. Mais comment est-ce qu'on vit sa foi dans un pays musulman ? On revient aux fondamentaux, je pense. On revient à l'Esprit Saint, on revient à la Bible, on revient à toute la base un peu de notre foi. Et puis, je pense que s'éloigner un peu de tout ce qu'on a de tradition ici, etc., ça fait mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on les pratique chez nous, ces traditions, et je trouve... C'est plus facile, ce que vous dites un peu, c'est ce qu'on entend, hein, c'est presque plus facile là-bas qu'ici ? Non. On se sent plus responsable. Ouais, c'est ça. Et on a envie d'être davantage acteur, du coup, que simplement passif. Par exemple, aux messes, où on peut être passif, et en fait, là, on a envie d'être plus acteur. Et puis, les personnes musulmanes nous ont vachement édifiés aussi, parce qu'elles mettent vraiment la prière au moment de leur repas, au moment de... Il y a un jour consacré à Dieu pour le remercier de tous les bienfaits qu'il nous donne et tout ça. On a été très édifiés aussi de voir leur foi là-bas. C'est comme le sauna russe, vous savez, où vous allez rester au chaud pendant longtemps, et puis d'un seul coup vous prenez un bain d'eau froide, très très froide, enfin gelée, et ça vous revigore un peu. C'est un peu la même chose pour... on se disait que là on partait pour se vivifier, on va dire. Alors j'ai lu aussi que lors de vos périples, pour les moyens de transport, vous avez tenté un équilibre entre
progression et ouverture aux autres, ça donne concrètement des moyens de transport non motorisés, hein, que ce soit, si j'ai bien compris, des charrettes, des chevaux, des genres de choses. Est-ce que vous confirmez que vous êtes déplacé comme ça ? Alors, on a écrit ça avant de partir, effectivement. Mais alors, on a découvert là-bas les moyens de transport locaux qui sont beaucoup les taxis, la voiture, les taxis partagés. Et qui offrent de nouvelles possibilités de rencontres. Voilà, jouer du Koumous par exemple à l'arrière d'une voiture, c'est des choses qu'on a pu vivre. Et puis évidemment on a aussi un peu fait de cheval là-bas. Donc l'équilibre progression ouverture aux autres, vous l'avez vécu quand même. Je pense qu'on l'a vécu quand même. Alors vous revenez avec quoi? Parce que là on a des images, on a des étoiles pour certains qui aiment voyager, on imagine, mais vous revenez avec quoi ici dans le Nord? Je pense le grand trésor d'avoir découvert autre chose, et le grand trésor surtout moi en tout cas, le grand trésor que j'ai eu, c'était au moment où on était au fond des montagnes du Kyrgyzstan pendant 2 mois, dans la petite ville de Narin, où on a donné des cours, et en fait notre programme était notoirement très très peu chargé. Alors moi au début j'ai eu une grande déception de me dire en fait je vais encore moins être utile quoi. Et finalement je me suis fait au rythme et j'ai appris au fait ce que c'était que de vivre et non pas de faire mais d'être, vraiment de se laisser être. Et moi en tout cas c'est un grand trésor que je garde et que j'aimerais bien continuer à vivre ici en fait, dans ma petite terre du Nord quoi. Et elle fait écho à la maxime qui vous a accompagné, qui est signée de Thomas d'Aquin, de saint Thomas d'Aquin: l'action est conditionnée par l'existence. C'est ça, l'action est conditionnée par l'existence. Ça a une résonance particulière? Oui, tout à fait, ouais. Ce que vous dites là, c'est que vous en avez ramené beaucoup, mais c'est très personnel. Ici, c'est métro boulot dodo, on est reparti, le rythme ici prend le pas. Concrètement, ça veut dire que vous avez votre expérience à tous les deux, mais est-ce que vous avez pu en parler dans vos familles, auprès de vos amis, auprès d'autres étudiants qui vous accompagnent? On a eu la chance de témoigner plusieurs fois, notamment dans une école coursée dont les élèves priaient pour nous, et puis à l'aumônerie de la Cato. Après, autour de nous, c'est vrai qu'on en parle un petit peu, mais on ne pourra jamais raconter nos 6 mois profondément. Donc, c'est en parlant aussi qu'on se rend compte des fruits que ça peut porter chez nous aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que la communication, c'était un point essentiel aussi de Mariés sans frontières, qui insiste beaucoup dessus pour qu'on en parle autour de nous. Après, la question, c'est à quel moment on est barbant. Et ça, c'est toujours la chose qu'il faut ajuster, quoi. Mais si vous en avez conscience et si vous avez cette petite étoile dans la tête qui vous dit est-ce que oui ou non je dépasse les bornes, c'est déjà pas mal. Voilà, revenons sur Mariés sans frontières. Si certains nous écoutent, jeunes, moins jeunes, et qui se disent tiens, j'en parlerai bien à quelqu'un, ça peut intéresser. Qu'est-ce qui fait fondamentalement le fait que vous vous êtes tourné vers Mariés sans frontières et pas vers... Alors je pense à la Fidesco, à la DCC, à d'autres organismes où aussi vous auriez pu vivre vos premiers temps de mariage chrétien. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tourné vers cette association? C'est vrai qu'avant de partir, on a cherché vraiment du sens à notre voyage, et puis on voulait vraiment pas partir pour une cause particulière, pour aller aider une association en particulier. On voulait pas non plus partir uniquement pour faire du tourisme, du voyage. On avait besoin aussi de trouver du sens. Et on savait qu'on voulait mettre le couple au centre de notre voyage. Et en fait, on est tombé sur cette association, Mariés sans frontières, qui nous laissait très libres dans la forme du voyage, dans les associations à aider et tout ça, puisqu'elle nous envoie pas, elle nous accompagne. Et donc, ça convenait exactement à notre projet. C'est mettre le couple au centre du voyage. Et voilà, à travers du volontariat et du voyage. Tout en étant accompagné quand même en ayant des formations, en nous aidant sur la communication, voilà, si on veut faire des dons aux associations aussi. Aussi, on partageait beaucoup les valeurs chrétiennes de l'association. Alors, il ne faut pas être chrétien pour pouvoir partir avec Mariés sans frontières, mais voilà, on savait que ça a été créé par des couples chrétiens qui avaient à cœur de mettre le mariage chrétien au centre. Mariésansfrontières.com, c'est le site, mariés au pluriel, sansfrontières.com. Alors, depuis que vous êtes revenu, il y a aussi un autre événement qui arrive. Félicitations, je me permets, j'espère que tout le monde est au courant, parce que ça arrive vite. Donc vous n'aviez pas d'enfant encore, mais ça va arriver. Oui, tout à fait. Notre première année de mariage, on était contents de la vivre vraiment à deux. Et puis après, c'est vrai que le désir d'avoir un enfant revenait quand même très régulièrement, puisque c'est un amour fécond. Et là, on est heureux d'attendre un enfant pour juillet. Donc on s'y prépare petit à petit à cette nouvelle aventure de devenir parent maintenant. Mais bravo, mais alors je vous pose une question que certains jeunes couples se posent aujourd'hui au moment où justement ils attendent un enfant, ou alors ils hésitent, ils se posent la question d'attendre un enfant. Ça veut dire que vous avez foi dans le monde de demain? Vous pensez qu'un enfant peut être heureux dans le monde tel qu'on le connaît? Moi je pense que c'est pas évident.
Enfin, moi personnellement, je pense que s'il hérite de moi, a priori, il sera pas. Je pense qu'il mettra sûrement des réserves sur le monde d'aujourd'hui. Je pense quand même que on est sur Terre aussi parce que c'est beau, même si ça peut être difficile, triste, et que le monde, on a l'impression qu'il part toujours droit dans le mur. Et je pense qu'aussi il faut des gens qui soient conscients et qui prennent les choses en main, et qui soient des gens qui apportent des solutions. Et moi j'espère que mes enfants feront partie de ces gens-là, et parce que je pense qu'il y a des solutions à trouver, et qu'il y a un plus beau à aller chercher. Kitri, vous partagez l'espérance de Maximilien? Et oui, je pense que nous-mêmes, on a grandi dans un monde qui n'était pas tout rose non plus, qui était difficile, et ça ne nous empêche pas d'être heureux non plus. Donc je pense que nos enfants pourront être heureux malgré les difficultés extérieures. Pourquoi vous êtes parti si loin? Pourquoi vous n'avez pas vécu cette expérience ici? Vous auriez pu être dépaysé aussi ici. On va déjà y vivre toute notre vie, donc je pense qu'il y a quand même une grâce du voyage, à la suite d'Abraham, et comme on a parlé tout à l'heure. Bon, c'est tout de même un pays très difficile. En fait, on en parle avec le sourire, mais les conditions de vie ne sont pas extraordinaires non plus pour les habitants. Par exemple, ça ne fait pas rêver forcément. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau et d'essentiel vous êtes revenu avec quoi de beau et d'essentiel? Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est l'authenticité des locaux. Justement, au milieu de cette pauvreté, il y a une vraie authenticité. Ils ont l'habitude de vivre dans la nature avec les animaux et tout ça. Peut-être qu'ils leur donnent ce côté authentique. Et puis, ils ont justement dans leur mode de vie, qui peut nous paraître très rural, beaucoup plus simple que le nôtre, ils ont une joie et puis une vraie liberté intérieure. C'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué chez eux, au-delà de la pauvreté. Kitri et Maximilien Tierney, merci d'être passé dans ce studio. Je rappelle que vous êtes en 4e année de médecine, c'est ça, hein, et vous étudiez le maraîchage, plutôt sur le côté agricole. Il nous reste quelques secondes. Où est-ce que vous repartez et quand? Alors, moi je voudrais reprendre une ferme, donc a priori on n'est pas parti tout de suite. Pour l'instant, on sent qu'on a besoin de rester dans le Nord, moi, de finir mes études et puis de s'enraciner. On vous souhaite bonne suite. Merci en tout cas d'être passé en direct dans ce studio sur RCF Hauts-de-France.